Bon, on va reprendre cette université d'Enerplan. Voilà, pour ceux qui sont derrière leur écran, qui nous suivent toujours en live sur YouTube, vous savez ce que c'est. On prend toujours un petit peu plus de temps quand on se retrouve physiquement. Et évidemment, tous ceux qui sont présents ici avaient aussi envie d'échanger à l'occasion de cette pause. Donc, on arrive à la deuxième table ronde sur le PV et l'électromobilité. Vous le voyez, les sujets sur les synergies à l'œuvre pour améliorer l'économie de l'immobilité, l'écologie aussi de la mobilité, évidemment, la question du smart charging ou encore des opportunités pour les métropoles françaises. On va vous dévoiler en exclusivité une étude qui a été réalisée par Yannick Pérez qui est avec nous et que je vais présenter dans un instant. Et c'est un sujet, je le sais, qui tient à cœur de Richard Loyen, délégué général d'Enerplan, qui est au premier rang. C'est pas un hasard si Yannick Pérez est sur scène, c'est aussi grâce à vous. Et il va en parler dans cette histoire. Alors, merci d'être tous les quatre avec moi. André Joffre, bonjour, un vice-président en charge de l'innovation chez Enerplan et président de qualité ENR. Vous allez nous parler notamment de ce que vous faites évidemment en région. On va faire beaucoup le lien avec la question aussi des enjeux de stockage, des enjeux locaux dont on parlait il y a un instant dans la table ronde avec vous. Donc Yannick Pérez, merci d'être avec nous, donc professeur en sciences économiques chez Centrale Supélec. Et donc vous avez mené une étude en vous appuyant sur une étude japonaise pour voir un petit peu ce qui pourrait se passer en France, justement si on solarisait, et le lien avec la mobilité. Donc vous allez nous le dévoiler, j'allais dire, c'est en exclusivité française, mondiale, on peut le dire. Interplanétaire, tout à fait. Antoine Hertement, merci d'être avec nous, donc président d'Aver France. Vous allez vous présenter dans un instant l'Aver, comme ça on saura tout sur vous. Et puis Jean-Marc Dubouloz, alors vous êtes vainqueur, et on va découvrir avec ça, du Sun Trip 2021, c'est ça. Alors quand même 11 000 km en 33 jours, je ne me trompe pas, c'est ça ? En vélo solaire. Donc vous allez nous faire rêver avec votre vélo solaire, mais vous allez nous montrer que finalement ce vélo solaire, il y a aussi beaucoup d'applications derrière, d'applications possibles évidemment, on en parle souvent dans les villes, et ça sera donc l'un des enjeux de nos discussions. Alors comme d'habitude, vous pourrez poser des questions évidemment tout à l'heure, vous qui êtes présents, et toujours en ligne sur YouTube, n'hésitez pas, vous voyez, je prends les questions au fur et à mesure de nos échanges. Alors, on va commencer par vous, Antoine Hertement, peut-être quelques mots pour rappeler et repréciser rapidement ce qu'est l'Aver, mais c'est vrai que c'est quand même, vous collaborez évidemment avec Enerplan et des études qui sont menées aussi conjointement, je vous en prie. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. En effet, je pense que l'Aver est peut-être pas totalement connu, donc je vais passer juste 3 petites pages pour vous dire qu'on est une association. D'accord, non, je vous taquine. 3 petites pages pour dire l'association professionnelle pour le développement de l'électromobilité. Elle a été créée en 1978, donc ce qui explique que Aver et électromobilité, on ne retrouve pas les initiales, mais ça c'est pas trop grave. Et en fait, elle a vraiment connu un essor dans les 3 dernières années, cette association, avec le marché de l'électromobilité. On regroupe dans nos adhérents environ 200 entreprises, et on va voir normalement dans le slide d'après. Voilà. Normalement, j'ai essayé de raisonner en 3 dimensions. Donc, pour dire qui sont les adhérents de l'Aver, le but, c'est de représenter l'ensemble de l'écosystème. Donc, il est sur 3 axes. Sur la chaîne des valeurs, là, vous allez du fournisseur d'énergie jusqu'à l'acteur de l'économie circulaire, en passant par les gens qui font de la formation, les gestionnaires de moyens de transport, les constructeurs de voitures, les collectivités. Ensuite, en transversal, vous avez les types de mobilité, parce qu'on va beaucoup parler voiture, parce que c'est ce qui illustre beaucoup l'électromobilité. Mais en fait, ça commence avec 2 roues, toutes petites, la trottinette, puis après, vous avez toute la gamme, et puis vous avez quand même aussi tous les transports dits en commun, et puis le naval avec les bateaux. Donc tout ça fait partie du périmètre de l'Aver. Et puis pour terminer, les types d'énergie. Les types d'énergie, c'est l'énergie électrique, donc il passe par un moteur électrique qui aujourd'hui, à ma connaissance, peut être alimenté de 2 façons, soit par des batteries, soit par une pile à combustible avec de l'hydrogène. Voilà l'Aver. Donc que fait-on à partir de là ?
Eh ben, vous avez les 5 piliers du temple. Donc, c'est promouvoir. Le but final, c'est faire en sorte que le développement se fasse. Et quand on atteint 16% de pénétration dans les immatriculations, je parlais beaucoup voiture, pardon, dans les immatriculations, ça veut dire que la promotion, alors pas que de la VR, loin de là, on est un tout petit élément, mais que la promotion porte ses fruits. Informer, alors ça par contre, il y a un énorme challenge, on va, je pense, en reparler. On représente en effet l'ensemble de nos acteurs. Défendre les intérêts, pas défendre au sens guerrier du terme, mais être là pour, quand il y a des arbitrages à faire, notamment les sphères publiques, être capable de bien les informer. Et puis fédérer, c'est faire en sorte, et on le fait à travers des groupes de travail, généralement, qui sortent après des livres blancs ou des documents, comme on a pu le faire avec Enerplan. C'est mettre tous les acteurs autour d'une table, même et surtout s'ils sont concurrents, aussi bien dans le même secteur que dans d'autres secteurs, et essayer de sortir des documents et des réflexions qui aident, là aussi, au déploiement de l'électromobilité. Voilà la VR, et aujourd'hui, il y a 15 personnes à peu près qui travaillent à la VR. 5 d'entre elles gèrent quelque chose de tout à fait secondaire, qui sont les subventions pour l'installation des bornes dans les collectivités, les copropriétés et les entreprises. Alors, c'était important quand même de le préciser pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, mais comme vous le dites, avec le déploiement du véhicule électrique, on commence évidemment à vous connaître. Gardez le micro, parce qu'en fait, on va commencer par faire quelque chose de très personnel, justement. Dans un instant, Jean-Marc Duboulos va nous faire son tour en vélo solaire, mais vous allez en témoigner, et André Joffre dans un instant. Vous conduisez des voitures électriques depuis 12 ans. Oui, parce que j'ai eu un passé, une autre vie chez un constructeur de voitures électriques. Donc j'ai eu le plaisir de participer dès le début du déploiement des voitures électriques. Donc c'est chez Renault. Et depuis, donc non seulement je conduis des voitures électriques et j'ai pas changé en abandonnant mon poste. Enfin, une à Paris, une au sud et le TGV au milieu. Mais aussi et surtout, j'essaye à titre personnel d'aller à l'étape d'après. Et donc l'étape d'après, c'est j'ai normalement construit, ça y est, ça marche, sur le toit de ma maison des panneaux photovoltaïques, mais ça je ne vais pas vous expliquer comment ça se fait, j'aurais l'air vraiment outrecuidant. Mais par contre, ils sont reliés à 2 énormes onduleurs de 10 kW chacun et en triphasé, et lesquels onduleurs sont reliés d'une part à toute la maison, qui consomme beaucoup, 50 kWh, mais il y a une borne de recharge rapide, et sont reliés surtout à 50 kWh de batterie voiture électrique. Donc c'est des batteries qui ont vécu 10 ans dans une voiture électrique et qui coulent une pré-retraite heureuse. Dans le Var, c'est forcément une pré-retraite heureuse. Voilà, donc à titre personnel, ça me permet... Mais si je comprends bien, vous ne faites pas encore Paris, ici, le Var, dans votre voiture électrique. Ça fait partie, en effet, des choses sur lesquelles il faut être clair. Il n'y a pas encore de produits automobiles particuliers permettant de faire ceci dans un délai. Après, on peut toujours le faire, mais dans le temps habituel qui est à peu près 7 heures, si vous prenez votre voiture. Ouais. Et puis le TGV est électrique, je pense. A priori. Bon. Je vais en prendre un ce soir, je vous dirai. Je vous enverrai un message. En tout cas, voilà, vous montrez, souvent ça a été parfois un peu perçu, et ça l'est encore comme une contrainte. C'est pas du tout le cas, une voiture électrique. Bon, à part faire Paris-Le Var, j'ai bien compris. Encore. En effet, associé à la voiture électrique, il y a très généralement la notion de contrainte. Et ce qui fait qu'au début, le marché a stagné quand il y avait une autonomie qui était 80 km l'hiver. Bon, il y avait vraiment que les gens intéressés qui faisaient la démarche, qui venaient là-dessus. Aujourd'hui, donc, les contraintes, elles sont faciles à lister. C'est l'autonomie. On est à peu près à 500 km d'autonomie. Alors certes, pas pour tous les véhicules, mais 500 km d'autonomie, si vous regardez les voitures à essence, c'est la même chose. Une voiture diesel fait plus, mais une voiture à essence... Donc la contrainte autonomie est en train d'évoluer, et elle devrait même évoluer encore assez rapidement. Il y a la contrainte ensuite rapidité de recharge.
Alors la contrainte de rapidité de recharge est en train d'évoluer. Un arrêt sur autoroute pour celui-là, sur une voiture thermique, si vous faites comme à la Formule 1, là vous prenez le chronomètre, quand vous rentrez sur l'aire de repos et que vous en ressortez, vous êtes à peu près à 12 minutes. Bon, 12 minutes avec votre voiture, le temps de la brancher, votre voiture électrique, vous avez même pas repris quelques pourcents. Donc aujourd'hui, on n'est pas au même niveau. On a des temps qui, par contre, sont plus de 3-4 heures sur autoroute. On peut descendre à une demi-heure pour remettre quand même un taux important de kilomètres. Mais il faut reconnaître que la rapidité de recharge n'y est pas. Mais il y a un petit point en plus. C'est que l'avantage d'une voiture électrique, c'est que vous la rechargez n'importe où. Et moi, j'appelle ça le biberonnage. J'en suis un fanatique. Donc, en fait, que ce soit chez moi, au bureau, sur les places des supermarchés, dans le parking de la ville, je branche ma voiture et je récupère à chaque fois un peu d'énergie, ce qui fait que j'oscille entre 60 et 100% de capacité dans ma voiture, ce qui résout le problème de la rapidité, et c'est un comportement qu'on voit beaucoup dans les utilisateurs actuels. Ça dit comportement qu'on voit beaucoup. Si on veut que ça ne soit plus une contrainte, il faut trouver d'autres solutions. Et puis le dernier point, c'est le prix. Dernière contrainte, c'est le prix. Pour ça, il y a aujourd'hui des aides qui sont à l'achat d'une voiture neuve, qui sont aussi, de manière beaucoup plus modeste, à l'achat d'une voiture d'occasion. C'est très important tant qu'on n'est pas arrivé au même prix de revient d'une voiture électrique par rapport à une voiture thermique. Mais comme le volume, enfin en automobile, il n'y a qu'une seule loi, c'est celle du volume. Et qu'une fois que vous avez les volumes, les coûts baissent immédiatement. Donc là aussi, on a bon espoir que les prix deviendront largement compétitifs, même sans subvention. Alors voilà, c'était pour parler du véhicule. On va arriver tout à l'heure, évidemment, en lien entre PV et électromobilité, parler notamment de stockage aussi avec vous. Mais je vais me tourner vers André Joffre. Vous aussi, vous roulez en électrique. Oui. Et vous ne reviendrez plus jamais au thermique, vous m'avez dit. Exactement, oui, tout à fait. Je ne savais pas ce que c'était, mais c'est un plaisir incommensurable. Pour deux raisons. Parce que d'abord, je la charge au solaire, évidemment. Et donc, si vous voulez... Moi, j'avais un prof, je dois être en 6e ou en 5e, un prof de techno, qui disait il faut bien travailler à l'école parce que quand vous serez grand, vous pourrez vous acheter une voiture et vous irez vous balader le dimanche, alors que sinon, vous irez vous balader à pied. Bon. Je m'en souviens après, vous voyez, 50 ans plus tard. Et en fait, ce plaisir de rouler fenêtre ouverte avec une bonne musique de jazz dans les vignes du Roussillon, c'est un plaisir extraordinaire. C'est un plaisir non coupable. Ah, non coupable, parce qu'évidemment, je ne pollue pas, je recharge tout ça au solaire, etc. Et si vous voulez, c'est un peu comme... C'est un peu comme ceux qui avaient inventé le guide Michelin, quoi, à l'époque, vous voyez, qui alliaient le transport en voiture. Bon, alors évidemment, ça pollue à l'époque, hein, mais on ne se posait pas ces questions-là. Et qui allaient faire des soirées, des escapades gastronomiques, etc. C'est un peu ça, le truc. La voiture, ça peut être un plaisir de conduire, etc. Mais moi, ce plaisir, je ne l'avais plus depuis des années parce que j'économisais, je ne voulais pas polluer. Voilà. Et avec la voiture électrique, j'ai retrouvé le plaisir de conduire. Ça, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Alors après, bon, évidemment, on est très informés, nous. Donc, effectivement, c'est assez facile pour nous de faire des systèmes un peu complexes et qui ne sont pas complètement aboutis, d'ailleurs, parce qu'on voit bien que quand on veut charger sa voiture, par exemple, avec l'énergie excédentaire au lieu de réinjecter sur le réseau, le mettre dans sa voiture, bon, ça, c'est des trucs qui ne sont pas encore complètement verrouillés. Il existe quelques produits, mais ce n'est pas complètement banalisé. Hein. Et il va falloir que ça évolue un peu. Et d'ailleurs, je pense qu'un des aspects les plus importants, c'est cette rencontre, justement, entre le digital et le solaire. En fait, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que le solaire, la messe est dite, les panneaux ne sont pas chers, ils le seront, même s'ils montent un petit peu en ce moment, mais j'espère que c'est temporaire, mais ils continueront à baisser. Hein. On parle d'une baisse de 60% dans la décennie qui vient, là. Il faut voir qu'on a déjà divisé par 10 les prix des panneaux. Autant dire que dans 10 ans, les panneaux, ils coûtent presque plus rien. Hein. C'est ce que Jérémy Rifkin appelait à l'époque le coût marginal zéro. C'est-à-dire que vous avez fait une installation de 3 kg, ben vous dites si je mets un 4e kilo, combien il me coûte ?
écoute le coût marginal du panneau solaire, c'est rien du tout. Bon. Et donc à ce moment-là, vous pouvez avoir de l'énergie en quantité et vous pouvez charger votre voiture sans aucun problème. Et donc, le sujet n'est plus le panneau solaire. Alors c'est marrant parce que nous, en France, on commence à découvrir le fait qu'il faut faire des usines, alors qu'en fait, c'était une guerre, ça, qu'il fallait livrer il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est fini. Bon. Mais c'est pas grave, on aura quand même une petite usine qui montrera qu'on sait faire des panneaux solaires en France, même si on en a déjà. Mais le plus important, et là il ne faut pas se tromper, c'est le digital. C'est là où il y a vraiment tout à inventer. Cette rencontre du digital et de l'énergie est à un point de rupture actuellement. On est dans le secteur de l'énergie qui est extrêmement réglementé, je dirais même corseté, il y a des cadenas partout, et de l'autre côté, la nécessité de devoir faire exploser ce cadre pour justement inventer des concepts nouveaux. Je prends un exemple, je vais me balader de Perpignan pour aller à Toulouse, je me branche sur une borne, je pourrais faire livrer dans cette borne l'électricité de ma propre maison. Je sais le faire techniquement, avec des blockchains, etc., on sait le faire. Mais je ne peux pas le faire parce que l'administration ne l'autorise pas. Et alors d'ailleurs, vous travaillez là-dessus, hein, vous avez fait une étude et vous allez nous en parler justement, mais c'est aussi la dimension locale qu'il y a aussi derrière ces enjeux. Mais pour rester sur le plan politique, je pense qu'il faut effectivement que l'on arrive aujourd'hui, au moins pour les énergies renouvelables, pour leur permettre de mieux pénétrer et de contribuer à la transition du pétrole vers l'électricité et vers les énergies renouvelables, il faut alléger le cadre. Il faut le rendre complètement transparent et permettre les inventions. Et Dieu sait s'il y a des jeunes qui ont envie d'inventer des concepts nouveaux. On en voit tous les jours, des jeunes qui viennent nous voir, etc., et qui ont des idées. Donc il faut absolument, ce que j'avais dit à un ministre une fois, il faut libérer l'énergie solaire. C'est tout, c'est pas autre chose. On n'a plus besoin de sous. Même c'est l'inverse, vous allez voir. Je sais pas, je crois que Daniel Bourg en a parlé ce matin. Maintenant, c'est le solaire qui va contribuer à la CSPE. On a tout vu. Hein, bon, c'est formidable. Tant mieux, c'est comme ça qu'il fallait le prévoir. Et c'est bien si on peut le faire sur la durée. Bon, mais aujourd'hui, il faut vraiment qu'on arrive à créer sur la mobilité, qui est un secteur nouveau, qui n'est pas encore... bon, voilà, qui a pas... Je comprends bien que sur des secteurs qui existent, qui sont, où il y a des économies, des business models qui sont établis, etc., il est difficile de tout casser. Hein, et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Par contre, sur des modèles nouveaux, comme la voiture électrique, là je pense qu'il y a vraiment moyen de s'affranchir d'un certain nombre de règles et de normes qu'on avait par ailleurs. Bien sûr. Et justement, pour faire une parenthèse nouveau modèle, ce matin, Sophie Mourlon parlait de Sol solidaire, hein, que vous avez lancé et dont on reparlera cet après-midi, puisqu'on va parler de ces enjeux de solidarité, donc comme quoi on peut innover sur beaucoup d'aspects. Alors, vous avez témoigné tous les deux de votre tour, on va dire... en véhicule électrique avec votre musique jazz. Vous aviez du jazz, vous accompagnez Jean-Marc Dubouloz, donc vainqueur du Sun Trip 2021. Vous allez nous faire un petit tour du monde là, en quelques images. Ouais, bonjour à tous. J'aurais aimé pouvoir écouter du jazz pendant tout le parcours, mais ça a été tellement prenant comme aventure que, en fait, même si les journées, je les passais à pédaler avec le soleil comme allié, j'avais pas beaucoup de temps pour faire autre chose. Donc, juste pour vous présenter rapidement le Sun Trip Europe, c'est une course qui a lieu tous les 2 ans. Là, c'était la 4e édition. Et donc, comme vous le voyez sur la carte, c'était un grand tour d'Europe qui est parti de Bruxelles le 16 juin. Et le Sun Trip, en fait, c'est un peu le Vendée Globe terrestre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous êtes en autonomie d'électricité, donc on va en reparler. Donc on est tous sur des vélos électriques solaires avec des panneaux solaires. Vous allez voir des photos. Oui, qui sont un petit peu, qui sont pas le vélo électrique classique. On va le voir en image, évidemment. Voilà, exactement. Et en fait, l'idée, c'est d'être en autonomie d'énergie pendant la course. Donc on n'a évidemment pas le droit de recharger notre vélo électrique qui a donc une batterie comme un vélo électrique classique. Cette batterie doit être exclusivement rechargée sur les panneaux solaires. Alors quand il y a du soleil, tout va bien. Quand il pleut, on transpire beaucoup. Voilà. Les autres analogies avec le Vendée Globe, c'est que l'itinéraire est libre. Vous voyez, donc la course est partie de Bruxelles. Le premier checkpoint était à Riga,
en Lettonie. Et entre les deux, chaque concurrent prend la route qu'il souhaite. Donc ça fait partie aussi de l'aspect course. Donc il y a un aspect navigation. Il y avait un deuxième checkpoint ensuite, vous voyez, à Constanza, au bord de la mer Noire, si vous arrivez à suivre. Ensuite, un grand col alpin en Suisse, en Italie, qui s'appelle le Passo Stelvio. Et ensuite, le sud de l'Espagne, la Sierra Nevada, 3400 mètres, le Pico di Veleta. Et enfin Porto et l'arrivée à Lyon, donc ça fait quand même un peu de route, tout ça. Et donc là, on est libre de choisir nos routes entre chaque checkpoint. On n'a pas d'assistance sur le terrain, donc on part, on est tout seul et on se débrouille si on a le moindre problème technique ou physique ou autre. Et enfin, il faut qu'on gère effectivement toutes ces journées, l'alimentation, le bivouac du soir. Voilà, il y a tout un tas de... Donc ça fait beaucoup de choses à gérer dans la journée. Et en premier lieu, ce qui nous intéresse ici, c'est le soleil. Donc nous, on est très très focalisé sur la recherche du soleil dans nos routes, même si d'une route à l'autre, les conditions climatiques ne sont pas très très différentes, parce qu'in fine, on va tous dans la même direction. Mais quand même, et je pense que les générations... Moi, j'avais déjà un peu monté la barre cette année. J'avais une équipe derrière moi au téléphone et on ajustait mon parcours au fur et à mesure dans la journée. Donc, je faisais du routage. Et je pense qu'on va, dans les temps futurs, mêler encore plus la dimension météo à ça. Voilà, donc la technologie, voilà ce fameux vélo. Alors le vélo qui ressemble pas forcément à un vélo, mais c'est un vélo. J'ai un pédalier. Vous avez pédalé. Et voilà, j'ai pédalé. Vous n'avez rien caché. Ça fait penser à mes petites voitures quand je pédalais quand j'étais petite. Vous savez, j'ai mis une petite voiture où on pédalait. C'était une voiture à pédale. Mais effectivement, j'ai eu un accueil absolument incroyable sur les 11 000 km. Dès que les gens croisent cet engin, ce drôle d'engin, déjà la tronche du vélo, ils pensent que c'est une voiture. Alors je leur dis non, je pédale. Mais après, quand ils voient, après, là ça vous concerne, les panneaux solaires, il y a le double effet qui se coule. Et là, j'ai un accueil vraiment incroyable. Donc c'est assez incroyable. Donc on voit bien que cette notion de mobilité associée au solaire est un truc qui fascine et dans lequel tout le monde se retrouve. Donc juste pour décrire le vélo, ça fait quand même 70 kilos cette affaire-là, parce que donc on a la tente, on voit tout ça, enfin on est chargé, on part pour plus d'un mois de course. En fait, à l'origine, je pensais même mettre 2 mois, et puis en fait j'ai mis beaucoup moins parce qu'on s'est tapé la bourre avec un Anglais pendant... dès le 3e jour en Pologne, on s'est retrouvés, et là ça a été parti, et en fait on a terminé avec beaucoup d'avance sur les autres, tous les deux. Il avait un vélo caréné comme moi, et le vélo et le carénage est tout à fait fondamental dans la performance du vélo, quoi. Comme quoi ça a du bon, la guerre de 100 ans. Voilà. Et puis juste donc en termes de panneaux solaires, j'ai été équipé, donc j'avais 2,50 m carrés. Vous voyez, j'ai 4 panneaux de 6 par 6 cellules. Donc pour ça, pour vous, c'est des toutes petites surfaces, mais pour nous, s'il faut les porter, faut les animer. Et donc j'avais du SunPower. Moi, je suis pas un super technicien, mais je sais que j'avais à peu près le matériel le plus efficient à date, parce qu'il faut que nos panneaux soient très légers, puisque on les porte. Voilà. Et j'avais donc 4 fois 120 watts crête, donc 480 watts crête. Voilà. Et le slide suivant, j'ai quelques données de chiffres. Non, là, c'est juste un mot pour voir le champ des possibles en termes de mobilité en vélo solaire. Donc, vous voyez, sur cette photo, on est parti Ça, c'est tous les candidats, enfin voilà, ceux les concurrents. voilà. On était 35 au départ, et il y a 10 classés à la fin. C'est vraiment très proche des chiffres du Vendée Globe, enfin des premiers Vendée Globe, on va dire. Il y a de la casse en cours de route aussi. Il y a beaucoup de casse, il y a beaucoup d'abandon, parce que c'est quand même difficile d'un point de vue physique. Et vous voyez, on est parti donc de la Commission européenne cette photo, et on voit un peu l'étendue de l'imagination humaine. Parce que le règlement est assez simple. On a le droit à 2,50 m carrés, donc on peut les tirer sur une carriole, on peut les mettre au-dessus de soi. Tout est possible.
On a une assistance qui ne peut pas excéder 45 km/h, ce qui est déjà très très rapide. Et puis je crois que c'est la largeur max, j'ai plus en tête tout le règlement, mais il est assez simple. Donc ce qui fait qu'in fine, on a des vélos assez dissemblables. C'est ce qui fait la richesse aussi du projet. Mais c'est vrai que cette année, moi je suis arrivé donc avec ce vélo caréné, on était 4-5 avec le même vélo, et le fameux Anglais avait le même vélo que moi, et on avait des vélos très efficients en termes de performance. On va voir après les consommations en water. Donc ça, c'est l'arrivée à Lyon. Donc quelques chiffres. 11 200 km, ça fait à peu près 350 km par jour. Donc là, on est dans des métriques assez proches de l'automobile. Si vous voyez les premiers Sun Trip il y a quelques années, donc c'est tous les 2 ans, donc c'était il y a 8 ans le premier, il faisait 180 km, je crois. Donc voilà, c'est ça le progrès technique en 6 ans, 8 ans. Maintenant, on est à 350 km par jour. Bon, il faut beaucoup pédaler, c'est fatigant, ça se fait pas simplement, mais voilà, on est dans des trucs assez proches des bagnoles. 53 000 dénivelés, une vitesse moyenne voilà, autour de 30 km/h. Ça fait beaucoup de pédalage par jour. Et ce qui va vous intéresser peut-être, c'est donc la production solaire. Sur tout le périple, j'ai chargé 78 kWh. Encore une fois, c'est des petites valeurs par rapport à ce que vous connaissez. Mais bon, j'avais 2,50 m carrés. Voilà, c'est en mobilité. Donc c'est à peu près, je chargeais à peu près 2,5 kWh par jour, quand il y avait du soleil, évidemment. C'est à peu près donc 5 fois la puissance crête installée, pour vous donner une idée. La température, comme vous le savez, est très importante, donc on chargeait moins dans le sud de l'Espagne où il faisait 40 degrés qu'à Riga. Et puis une conso moyenne, là, puisqu'on parle de mobilité, qui fait pâlir toutes les voitures électriques, puisqu'on est à moins de 7 Wh au kilomètre. Bon, mais à 30 km/h de moyenne, évidemment. Mais on va en reparler de l'analogie avec le monde automobile. Voilà, et puis donc mais ça vous le savez aussi que 78 kWh, c'est à peu près 8 litres d'essence en termes d'énergie. Donc on voit qu'on fait 11 000 km avec l'équivalent. Rapprochez votre micro de votre bouche, parce que pour ceux qui nous suivent en ligne, il vaut mieux. Pardon, je disais que 78 kWh, c'est à peu près 8 litres d'essence en termes d'énergie. Un litre d'essence, c'est environ 10 kWh. Donc effectivement, on fait le tour d'Europe avec les jambes et avec l'énergie électrique pour l'équivalent de 8 litres d'essence. Donc voilà, ça donne un peu une idée de tout ça. Merci à vous. Alors, au-delà de cette expérience, évidemment, enfin cette aventure, c'est même pas une expérience de ce que vous avez réalisé. Il y a d'autres enjeux derrière dont on va parler. D'ailleurs, vous travaillez aussi à d'autres projets et on parle souvent aussi du dernier kilomètre, notamment en ville. Et il y a vraiment des enjeux dont on va parler aussi avec vous. Mais c'était intéressant, on voit le lien. D'ailleurs, il y a une analogie, vous l'avez dit aussi, avec l'automobile dans ces enjeux-là, et vous allez pouvoir commenter tout à l'heure. Mais on va en arriver maintenant à cette étude dont je parlais avec vous, Yannick Pérez, donc professeur à Centrale Supélec. Alors l'idée, c'était de partir d'une étude japonaise, c'est ça, qui analysait en fait la faisabilité, on va dire, et les avantages de la solarisation de bâtiments dans 9 métropoles, couplé évidemment avec la question de la généralisation de la mobilité électrique, puisque c'est bien ce dont on parle. Et donc vous nous la dévoilez, vous l'avez réalisé aussi dans cette étude à travers plusieurs villes de France, et vous allez nous en dévoiler. Il y a beaucoup de choses décrites, mais vous allez nous en dire beaucoup aussi sur tout ça. Merci beaucoup. Oui, en fait, comme souvent les histoires en recherche, ça part d'une question. Il y a quelqu'un qui pose une question et puis après on se dit est-ce que c'est une bonne question, et si la réponse est oui, c'est une bonne question, la curiosité naturelle du chercheur est allumée et à partir de là ses nuits se raccourcissent et ses vacances disparaissent, des trucs comme ça. Et du coup Richard m'a eu en me posant une question bête du genre mais qu'est-ce que tu penses de cette étude japonaise là un peu rigolote sur PVEV? Alors moi, ça fait 10 ans que je fais de l'analyse économique de l'électromobilité et je ne m'étais jamais posé la question de la ville dans son ensemble et du véhicule électrique dans son ensemble. Je m'intéressais plus à des questions de véhicules tout grid, d'une flotte de 10, 15, 20, 50 véhicules, mais se dire, tiens, si on passait à l'échelle et si on faisait de la macroéconomie plutôt que de la microéconomie technique appliquée, qu'est-ce que ça donnerait ? Donc du coup, j'ai lu l'article. Malheureusement, il m'a plu. Donc du coup, il m'a plu, mais je suis un chercheur, donc il y a toujours des trucs qui m'ont déplu. Donc on a corrigé, on a rendu le modèle un peu plus robuste, on a collecté des données françaises, parce qu'évidemment, l'ensoleillement au Japon, ça aide,
mais assez peu. La consommation au Japon, ça ne nous aide pas non plus. Enfin bref, on a viré toutes les données japonaises, on a pris le modèle, on l'a un peu boosté, et puis on s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait faire notre propre modèle de simulation rigolo pour la France ? Il y avait beaucoup de villes choisies par nos amis japonais. Le temps nous a manqué pour en faire 8 ou 9. Donc on s'est dit, on va prendre 3 villes emblématiques. Et donc on a manqué d'imagination. On a fait Marseille, Lyon et Paris. Et on a fait 6 scénarios avec et sans mobilité électrique, avec et sans tarif d'achat garanti. On part de 2019 et on veut arriver à 2030. Et on essaye d'avoir des hypothèses raisonnables, un peu moins enthousiastes que nos amis japonais, qui partait sur un truc du genre 100% des véhicules seront électriques en 2030, 100% des toits seront équipés, et avec ça, évidemment, les résultats sont spectaculaires pour le Japon, et ça se comprend quand on lit l'étude japonaise, puisque post-Fukushima, leur problème, c'est vraiment de sortir du nucléaire le plus rapidement possible. Donc cette étude, c'est d'essayer de dire, si on enlève le nucléaire tout de suite, ou le plus rapidement possible, ça va donc être les panneaux photovoltaïques et les véhicules électriques qui vont faire le joint. Pour la France, qu'en France, l'ADEME avait fait une étude sur du 100% énergie renouvelable. Après, on est un peu revenu sur les chiffres. Mais en fait, tout le monde réfléchit à un 100% énergie renouvelable. Après, il faut se mettre d'accord si c'est 2030, 2040, 2050, si c'est en France ou dans un pays imaginaire. Mais voilà. Donc nous, on s'est dit, on a moins de contraintes, on va faire des trucs un peu plus raisonnables. Donc on a fait plein de tests différents. On les mettra tous à disposition parce qu'en fait, on s'est rendu compte que tous les résultats étaient intéressants, mais pour les présenter tous, si vous avez 2h30, c'est possible, mais en 10 minutes, c'est compliqué. Donc on a fait un scénario 70% des toits sont équipés, on a fait un scénario 50% des toits sont équipés, on pense à en faire un avec 25% des toits équipés. Bref, on peut s'amuser à faire tout ce qu'on veut puisque le modèle est en open source, toutes les données sont publiques et on réfléchit à comment le mettre à disposition d'un utilisateur lambda sur un site web. Mais ça, je pense que ça sera pour l'université d'été de l'année prochaine puisque pour l'instant, il faut qu'on réfléchisse à comment on le fait. Mais étant à Centrale Supélec, j'ai plein de gens qui sont tout à fait d'accord pour faire des trucs bizarres. Et donc ça, c'est un truc qui est en train d'être pris en main, mais je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça sera fini puisque l'étude est finie, mais la communication sur l'étude commence. Elle commence aujourd'hui, vous voyez. Elle commence aujourd'hui, voilà. En exclusivité interplanétaire, on a dit. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait ? On fait l'étude, on pose un gros si, et on se dit, si 70% des toits des villes sont équipés de PV, qu'il y a 50% des voitures individuelles qui sont des véhicules électriques, et que les véhicules électriques utilisent 26 kWh de leur capacité couplée aux panneaux photovoltaïques, qu'est-ce que ça peut induire si on a des véhicules qui sont capables de restituer de l'énergie soit dans la maison, soit sur le réseau ? Et pourquoi on prend 26 kWh ? Parce qu'on suppose que d'ici 2030, c'est un montant raisonnable, puisque en gros, on pense qu'on aura entre des batteries qui auront un minimum de 50 kWh d'ici 2030, sachant que c'est déjà le minimum 2021. Donc pour 2030, on prend une hypothèse extrêmement peu dimensionnante, on va dire, ou peu contraignante, et on dit les gens seront d'accord pour nous prêter 50% de leur capacité de batterie pour jouer avec. Le reste, ils vont le garder pour des objectifs de mobilité journalière. Alors évidemment, si on veut faire ce que voulait faire le président de l'AVER, c'est-à-dire remonter en 7 heures du Var à Paris, on ne fera pas du véhicule to home ou du véhicule to grid la veille, on se rechargera à plein et on essaiera d'aller le plus loin possible. Donc pour Marseille, pour Lyon et pour Paris, qu'est-ce que ça donne, ces données d'entrée ? Ça donne des choses assez intéressantes, puisqu'on a en gros une économie de 1,2 million de tonnes d'émissions, équivalent CO2, sur la région de Marseille. Ici, je ne peux pas vous dire combien ça fait d'euros à la fin, puisque ça dépend du prix du CO2. Si c'est à 10 euros, vous faites la multiplication. Si c'est à 50 euros, c'est déjà un peu plus intéressant. Et si c'est à 100 euros, c'est pas mal. On peut commencer à y réfléchir. Si on se met au niveau de la production électrique, on couvre 80% des besoins de la ville de Marseille. Si on regarde maintenant la rentabilité de l'investissement, compte tenu des coûts anticipés du développement de la technologie, on est sur un retour sur investissement en 2 ans.
avec un coût de l'énergie de l'ordre de 30 € le mégawattheure et une valeur actualisée nette d'environ 15 milliards d'euros à partager par l'ensemble de la filière. Pour Lyon, c'est un peu moins intéressant puisque la ressource est moins importante. Pour Paris, évidemment, c'est encore moins intéressant puisqu'on est sur des ressources énergétiques un petit peu moins intéressantes, mais il y a un peu plus de densité pour Paris, donc on a plus d'économies de millions de tonnes de CO2, on a beaucoup de tonnes de CO2 évitées, mais il en reste encore beaucoup puisqu'il y a une forte concentration urbaine. Donc Marseille, c'est le mieux. Lyon, évidemment, c'est pas mal. Paris, c'est un petit peu moins bien, mais ça couvre quand même une part importante des tonnes de CO2 émises, de la production et de la consommation électrique, et ça génère quelques milliards d'euros. Alors, les hypothèses pour arriver à ce modèle, évidemment, on a été obligé de simplifier beaucoup. Et chacune de nos hypothèses ouvre des perspectives pour dire que ça ne va pas être facile à mettre en œuvre. Alors, j'ai listé les 5 premières familles d'hypothèses qu'on a posées. La première, c'est de dire que les agents sont des individus rationnels. C'est-à-dire que quand on leur explique, ils comprennent l'intérêt du véhicule to home, etc. Ce qui veut dire, en gros, mon voisin de droite n'a plus de travail sur la communication, puisque les agents sont parfaitement rationnels, ils comprennent tout du premier coup. En économie, c'est très standard comme approche. Dans la pratique, il vaut mieux que la VR existe pour expliquer aux gens comment ça fonctionne, parce que sinon, ça ne marche pas. Je lis moi-même ce que vous faites pour essayer de comprendre, donc j'imagine que le comportement moyen, voilà. Ensuite, on a posé des hypothèses sur le fait que les modèles de conduite et les modèles de charge sont stables dans le temps, ce qui n'est pas forcément le cas, puisque, comme l'expliquait M. Joffre au début, les gens, quand ils roulent en véhicule électrique, redécouvrent le plaisir de rouler. Donc, ils roulent plus qu'avant. Dans tous les modèles, on part du principe qu'il n'y a pas d'effet rebond, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fait que, justement, les gens, prenant plaisir à avoir un véhicule électrique, roulent 15 ou 20% de plus qu'avant, ce qui crée plus de bouchons, tous les trucs négatifs, on n'en parle pas. On dit non, je fais 40 km en véhicule thermique, je ferai 40 km en véhicule électrique, promis, juré. L'hypothèse de neutralité technologique, ça revient à dire, évidemment, nous, on a regardé que le couplage véhicule électrique, panneaux photovoltaïques. Mais on sait qu'il y aura des pompes à chaleur, on sait qu'il y aura du stockage fixe, on sait qu'il y aura de la climatisation. Comment mettre tout ça dans le modèle? Pour l'instant, à la date d'aujourd'hui, on ne sait pas, parce que plus on met des choses dans un modèle, moins on comprend ce qui en sort. Donc il faut trouver un compromis entre ce qu'on veut observer et ce qu'on accepte de ne pas observer. Donc tout ça, on ne sait pas le faire. Si on le met dans le modèle, ça donne un résultat totalement incompréhensible. En tout cas pour nous. Mais s'il y a des gens plus intelligents qui veulent essayer de comprendre, on leur donne le modèle et ils rajoutent tout ce qu'ils veulent dedans. Il n'y a aucun problème. Mais nous, on s'est fait fondre le cerveau, donc on a arrêté. Il n'y a pas de jeu stratégique. Donc ça veut dire que tous les agents et tous les acteurs de la filière coopèrent de manière pacifique dans le but de développer cette synergie. Évidemment, s'il commence à y avoir des jeux stratégiques pour savoir qui va gagner plus que son voisin, on ne sait pas le modéliser à l'intérieur de ce modèle, mais il y a des modèles en théorie des jeux qui permettent d'expliquer qui va gagner plus que l'autre. Mais ce modèle-là ne permet pas une lecture en théorie des jeux. Si vous voulez une lecture en théorie des jeux, on peut le faire aussi, mais on n'aura pas des résultats pour 2030, on aura des résultats pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, au sens, ce n'est pas des jeux qui se répètent dans le temps de manière infinie. On peut juste le faire pour une hypothèse. L'hypothèse de standardisation, ça veut dire que techniquement, on sait comment faire l'interface entre le bâtiment et le véhicule électrique. On sait faire du véhicule to home proprement, du véhicule to grid proprement. Et on sait gérer les données, à qui appartient la donnée, etc. etc. Et j'ai entendu M. Joffre tout à l'heure dire le cadre légal et réglementaire aurait besoin d'être simplifié. On est parti du principe qu'il l'était. Parce que, évidemment, si je remets toutes ces hypothèses dans le modèle, ça veut dire que rien ne marche. Dans le modèle, pas dans la réalité. Un modèle, c'est un jeu intellectuel pour essayer de savoir quelle est la pertinence de quelque chose. Mais pour définir quelle est la pertinence de quelque chose, on est obligé de simplifier un peu ce qu'on prend en compte, parce que la réalité est trop complexe autrement. Dernière slide. Quelques conseils de politique publique.
l'étude est suffisamment robuste pour dire que ça serait quand même pas complètement idiot d'avoir des politiques qui réfléchissent au couplage véhicules électriques, panneaux photovoltaïques dans les villes. Ça serait bien que ce soit fait au niveau local. Ça entraîne quand même une évolution de la demande d'énergie pour les services publics d'électricité. Et ça demandera forcément une réflexion sur la tarification de ce service, puisqu'il va y avoir des choses qui seront autoconsommées, des choses qui seront valorisées sur un réseau de distribution, sur un réseau de transport. Il va falloir inventer l'économie du couplage véhicule électrique, panneaux photovoltaïques, qui pour l'instant, pour le dire simplement, ne nous a pas paru très clair. Donc s'il pouvait y avoir un effet de clarification de ce couplage, ça pourrait aider. Au niveau local, que ce soit à Paris, Marseille ou Lyon, des politiques locales d'accompagnement et de planification seraient aussi utiles, puisque en fait, il y a un effet de déversoir. Si j'ai du couplage véhicule électrique à la maison, avec des panneaux photovoltaïques, j'ai moins besoin du réseau public d'infrastructure et des stations de recharge en ville. À l'inverse, si j'en ai pas, j'en ai plus besoin. Donc si on reste sur la réglementation à Paris classique d'aujourd'hui, comme il y a toujours un monument historique à moins de 1 km, on peut développer 0 panneau photovoltaïque sur Paris. Ok, donc ça veut dire que la mairie de Paris, prenant en compte ça, doit se dire ok, il faut que je développe massivement des infrastructures de recharge parce qu'il n'y aura aucune solution PV-EV dans Paris intramuros. Mais il y a quand même quelques millions de véhicules qui circulent, donc ça voudra dire plus d'investissement de ce côté-là. À l'inverse, si on se met dans un endroit où la législation aurait été assouplie, où l'intégration dans le bâti aurait été plus simple, eh bien, on peut faire une économie d'infrastructures de recharge publiques. Là encore, c'est un conseil de politique publique, un peu de planification, de prévision et de mesure du coût de la réglementation pourrait être utile. C'est le versant positif de ce que M. Joffre disait tout à l'heure en disant le système énergétique est tellement corseté et tellement verrouillé que c'est difficile d'innover. Mais il y a un coût à ce manque d'innovation. Les pouvoirs publics mesurent toujours le coût potentiel d'une innovation du côté négatif, mais ils oublient de mesurer le côté positif. Donc forcément, à la fin, on a un truc en disant regardez, les innovations, ça fait peur, puisqu'on ne mesure que le négatif. Et après, on dit oui, mais attendez, les investissements évités dans le réseau de transport, dans le réseau de distribution, on va utiliser de plus en plus quelque chose qui n'est pas financé par le réseau, qui sont les batteries de véhicules électriques, qui sont financées par vous, par les consommateurs directement. Si ces ressources ne sont pas utilisées, elles devront être investies en double par les pouvoirs publics, ce qui est aberrant, puisque écologiquement, économiquement, techniquement, avoir des batteries pour les réseaux uniquement et des véhicules électriques avec batterie uniquement pour la mobilité, ça veut dire installer 2 fois plus de batteries. Ce qui est très bon pour le monde des batteries. Ce qui est peut-être un petit peu dommage pour le monde de l'efficacité, de la rationalité et éventuellement de l'innovation. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop noyé. Je vous promets d'essayer de faire quelque chose de beaucoup plus pédagogique avec un site en ligne où vous mettez vous-même vos hypothèses et ça vous donne les résultats. C'est ce que je pense être le plus pratique pour que chacun puisse prendre en main le modèle. Mais ça, on va essayer de le faire pour la fin d'année là. Et évidemment, on partagera l'information avec Enerplan pour que vous puissiez avoir accès au simulateur. Mais c'est déjà en open source, vous l'avez dit quand même. On peut trouver des infos. Le modèle est en open source, le modèle, mais il faut 1 ou 2 ingénieurs pour le faire tourner. Là, on vous propose la solution clé en main, sans ingénieurs pour le faire tourner, juste des gens pour mettre les valeurs dans la machine. Les valeurs de la machine. Non, mais c'est intéressant parce que tout ce que vous dites soulève aussi beaucoup finalement de questions et de débats autour de ces sujets de PV et d'électromobilité. Vous voulez commenter, Antoine Herteman, cette étude ? Parce qu'elle soulève notamment beaucoup de questions et sur la coopération finalement entre les acteurs du PV et de l'EV pour le développement. Oui, tout à fait. Alors, d'abord, toutes mes félicitations et j'ai immensément apprécié l'option simplification. J'ai compris. Donc c'est déjà un premier succès.
Et je pense qu'il faut en effet, pour éclairer le terrain, ne pas se prendre la tête avec toutes les variantes possibles et inimaginables, parce qu'il y a un point que tout le monde connaît, c'est le véhicule automobile est encore à 99% quelque chose d'irrationnel. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il y a des comportements complètement différents et qu'on ne va pas forcer les gens simplement en leur disant « j'ai une bonne idée pour toi, tu vas changer ton mode de vie ». Bon, donc moi je pense que ce qui est très bien, c'est d'avoir une simulation simple, communicable et communicante et qui permet de dire regardez, ça vaut le coup. Après, la manière de le faire, il y en a un certain nombre. Alors on parle en automobile non seulement de V2G, Vehicle to Grid, mais aussi V2Home, V2I, auquel je crois un peu plus à court terme avec les particuliers, ou de V2B, building, quand vous êtes en copropriété. Et là, quand on revient sur finalement comment les gens acceptent-ils de vivre, on est un peu moins sur de l'hyper méga je suis noyé quelque part et je suis quelque chose de plus acceptable. En tout cas acceptable par les entreprises. Alors le V2B a été testé par Nissan il y a maintenant 10 ans où tous les véhicules étaient connectés et réinjectaient sur le technocentre à côté de Tokyo pour alimenter et écrêter la consommation. Donc tout ça, ça marche parfaitement. Et en effet, il peut y avoir, je reviens sur la conclusion de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas des petits incitatifs ? Prenez une flotte, je cite personne, mais qui a une particularité, c'est de rester chez elle de 18h, allez, 17h30 à 7h du matin. Je n'ai pas parlé de la Poste, mais une flotte de ce type-là, où vous dites, bon, j'ai besoin par contre de 100%, parce que le postier, il faut bien qu'il soit à 100%. Donc, il a besoin de 3 heures avant 6 heures du matin ou avant 7 heures du matin pour recharger sa batterie. Par contre, tout le reste du temps, et notamment le soir à 18 heures, heure de crête, là, je peux trouver un V2G qui fait sens. Donc, un peu comme cette étude qui dit moi, je simplifie et donc, je n'essaye pas de vraiment tout englober, tous les détails. Pouvoir monter des tests de ce type-là, ici en plus au-dessus du parking de la Poste, vous avez mis des panneaux photovoltaïques, et que vous y rajoutez des petites batteries d'anciennes voitures de la Poste, là, comme les miennes, ce qui permettra de ne pas doubler le nombre de batteries. Vous faites tout ça, vous faites un exemple, et ça pourrait en effet devenir quelque chose de vertueux. Et puis peut-être qu'il y aura une autre solution pour les particuliers demain. Mais avançons pas à pas, étape par étape. Donc vous voulez dire que ça pourrait être une voie, parce que pour le moment, ça commence à se présenter, ces types d'expérimentation. Enfin, vous le voyez, mais du côté du monde de la voiture électrique. Hein. Je ne parle pas du côté du monde du PV, évidemment. Peut-être oui. du côté scientifique, on a quand même pas mal avancé sur le couplage véhicule électrique et l'environnement. Alors, ce que maintenant on appelle sous le terme véhicule to X. Parce que, en gros, effectivement, il y a 10 ans, l'idée c'était de mettre 5 véhicules dans un bâtiment. Puis on est passé à 50 véhicules sur un réseau de distribution. Et là, on est à 100 véhicules sur réseau de distribution, réseau de transport. Et il y a des choses qui tournent depuis maintenant 5-6 ans et qui montrent que ça ne dégrade pas la batterie, ça donne des revenus, c'est facile à faire, quand on est dans des flottes d'entreprise. Parce que dans des flottes d'entreprise, si vous voulez que le Disons salarié... que c'est facile à gérer, la flotte d'entreprise. Le salarié, il faut bien qu'il badge. Vous badgez au niveau de t'as pas reconnecté ta voiture, t'as pas fini ta journée. Bon, voilà, c'est simple. Le gars, il badge et il a sa preuve de fin de travail quand il reconnecte sa voiture. Et ça donne des revenus, c'est documenté, etc., etc. Ce qui est compliqué, c'est pour les flottes non professionnelles, pour les individus. Puisque là, quand on regarde la différence qu'il y a entre le comportement notionnel et le comportement réel, il y a des trous dans la raquette. Il y a une étude anglaise qui est extraordinaire qui montre que sur des données réelles de comportement des gens, en gros, plus la batterie est grosse et moins je me connecte. Ce qui est à peu près logique, puisque les gens se connectent en gros quand ils ont besoin de se recharger. Mais en Angleterre, ils se reconnectent du coup une fois par semaine. Et donc, s'ils se reconnectent une fois par semaine, c'est pour se charger à plein pendant 8 ou 9 heures. Mais dans ces cas-là, il n'y a plus d'espace pour faire du véhicule to grid, puisque le but du jeu, c'est de recharger la batterie et de s'en servir pendant une semaine.
Ce comportement-là détruit le dispositif véhicule to grid, puisque l'hypothèse, c'est de dire j'ai une batterie que je range tous les jours. Ouais. Alors après, l'économiste qui est un peu perfide a des outils pour inciter les gens à se reconnecter tous les jours, soit en lui faisant gagner des points, soit en lui faisant gagner des euros, soit en lui envoyant un petit message en disant tu ne t'es pas reconnecté, tu vas perdre des sous. Parce qu'en fait, gagner de l'argent, ça n'intéresse pas beaucoup les gens, parce que c'est des petits euros. Mais perdre de l'argent, paradoxalement, ça compte 2 fois plus que gagner. C'est-à-dire, si je vous dis vous allez gagner 1 euro, vous allez me dire 1 euro, je m'en fiche, c'est le prix d'un café. Mais si je vous envoie le même message en disant si vous ne le faites pas, vous perdez 1 euro, là, bizarrement... Enfin, vous ne le gagnez pas, en fait. Voilà. Non, c'est vous le perdez. Carrément, d'accord. Et donc, si vous le perdez, c'est emmerdant. Et en économie comportementale, en fait, les messages négatifs comptent 3 fois plus que les messages positifs. Donc, si on essaie de vous dire c'est vachement bien, faites-le, tralali, oh, il me saoule, lui. Par contre, si je vous dis là, vous êtes en train de perdre 1 euro, faites ce que vous voulez. Oh, quand même, perdre 1 euro, je préfère l'avoir que le perdre. Et à l'inverse, faire un truc positif. Antoine Hertemont. Oui, en effet, techniquement, je reviens sur ce qui est dit, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, la plupart des voitures nouvelles permettent de le faire ou en une simple modification d'un des calculateurs, je ne sais pas lequel, mais permettra de faire du bidirectionnel. Donc technologiquement, il n'y a pas trop de soucis. Dans les maisons non plus, faire repartir après l'électricité à travers un compteur, technologiquement, pas de souci. Les 2 soucis au niveau du particulier, ils sont le comportemental et le juridique. Comportemental, on vient de l'évoquer. Bon, mais encore une fois, est-ce qu'on a besoin de 100% des gens qui respectent ce schéma-là? Je reviens sur l'utilisation de la voiture irrationnelle et chacun en fait ce qu'il veut. Il y a certains avec une voiture thermique qui vont faire le plein dès que c'est à 50% parce qu'ils pensent que c'est 50% vide. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas ne pas se passer de voir le clignotant et le beeper s'allumer et donc d'aller refaire. Les comportements des gens, mon voisin saura mieux les analyser que moi, mais en tout cas, ils sont très très complexes. Mais il y a un petit souci supplémentaire. C'est la partie juridique, pour avoir un peu creusé, en effet, là-dessus. C'est, je vais utiliser finalement la batterie. Donc, un organe que... Enfin, quelqu'un va se connecter sur ma batterie à moi, là, ma voiture, et moi, je l'ai payée, et normalement, elle doit me faire 10 ans, 15 ans et 300 000 kilomètres. Bon, s'il y a un pépin quelque part, le problème, c'est toujours, et là on rentre en effet dans tout ce que dans les études il faut éviter de mentionner, mais donc la partie juridique est assez compliquée parce que c'est l'utilisation d'un bien qui peut générer d'autres soucis complètement indépendants de celui qui va ne pas perdre 1 euro. Donc cette partie juridique-là qu'on retrouve aussi sur les véhicules autonomes, hein, sur tout ça, et souvent l'élément le plus difficile à contourner. C'est pour ça que, pour aller au plus simple, commençons par les entreprises. Bien sûr, je ne vous ai pas oublié, André. Je vous passe la parole. J'ai juste un commentaire, comme ça peut-être que vous pouvez réagir aussi, parce qu'on a aussi des questions, des commentaires en ligne de monsieur Ramouni qui dit « La recharge des véhicules électriques dépend du modèle de la marque. In fine, cela reste du tâtonnement. » Je lis comme ça ce que dit monsieur. Alors, ça souligne une chose, je crois que je l'avais mis dans les piliers de l'AVER, formation, information, et voilà. C'est pas si horrible que ça. Je pense qu'il y a ici des gens, j'espère qu'on n'est pas que 2 à conduire des voitures électriques dans la salle, enfin, il y a des gens qui disent « j'arrive à me débrouiller, à survivre ». Voilà. Donc, mais par contre, en effet, ça ne veut pas dire que c'est simple, il suffit de dire « t'es bête, tu sais pas faire ». Il faut informer énormément et s'il le faut, former un peu. Et t'es beau aussi, tu sais pas faire, on peut le dire. Non, je plaisante. André Joffre, parce que je sais que vous avez plein de choses à dire. Oui, moi je voulais vous donner l'expérience qu'il y a eu hier soir, parce que j'ai animé une réunion pour un très gros distributeur de véhicules électriques, toute marque. Ils vendent à peu près 20 000 véhicules neufs tous les ans. Donc, ils ont des distributions, des succursales de Toulon à Montauban, vous voyez, c'est très grand. Et donc, évidemment, ils constatent... Alors, ça fait longtemps que je le branche sur les voitures électriques et tout ça. Honnêtement, ils ne voyaient pas arriver les choses aussi vite qu'elles arrivent, quoi. Et là, il me dit, il faut qu'on se voit parce que il se passe un phénomène que je n'anticipais pas. Et pourtant, c'est un gars qui a fait HEC, etc., qui est très à l'écoute de son marché. Mais il n'avait pas vu la rapidité avec laquelle la mutation était en train de s'opérer.
Et donc, on a passé une partie de la soirée ensemble, là, avec ces cadres. Et en fait, son intention, ce n'est pas de finalement vendre des voitures. Bon, il continuera à en vendre, mais comme il dit, bon, tous les constructeurs sont en train de remettre en cause les contrats que nous avions. Stellantis, par exemple, a annulé tous les contrats de distribution avec tous les distributeurs. Au mois de mai dernier, ça prendra effet dans 2 ans. Donc, tous les contrats vont être remis à plat. Et très probablement, les marges de distribution vont être fortement réduites parce que l'Internet sera omniprésent dans le choix. Aujourd'hui, quand vous achetez une Tesla, vous ne pouvez pas l'acheter en concession. Hein. Vous pouvez la voir, si vous voulez, à la Madeleine, là, mais c'est tout. Après, il faut l'acheter sur Internet. Il n'y a pas le choix. Donc, il n'y a pas on supprime tous les intermédiaires qui existaient, etc. Et finalement, lui, il se dit, mon avenir n'est pas dans la vente de voitures, mais dans la vente d'un service qu'on va appeler la mobilité, et dans lequel je vais vendre, en plus de la voiture, certainement la borne de recharge que j'installerai chez le client, mais aussi l'électricité que je vais lui fournir pour sa maison et pour sa voiture. Et vous vous souvenez, une fois, dans une conférence, j'avais dit « Demain, EDF vendra des voitures électriques ». J'en suis persuadé. Exactement comme Orange vend des iPhones aujourd'hui. Bon. Mais les distributeurs automobiles vont vendre aussi de l'électricité. Et donc, l'exemple, c'est Tesla qui a annoncé il y a quelques jours qu'il a demandé une licence de distribution d'électricité au Texas. Et son objectif, c'est quoi? C'est en fait, votre voiture, elle est de la marque Tesla, donc elle est garantie par Tesla, avec des durées de vie garanties, des batteries, etc. Donc, on s'affranchit de toutes ces questions. Est-ce que la batterie va tenir la durée? Le problème n'est pas là, la garantie est assurée par le constructeur. Mais le constructeur vous fournit également de l'électricité. Accessoirement, électricité renouvelable, évidemment. Hein, on est aux États-Unis et vous savez que les objectifs sont très élevés de M. Biden. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, l'effacement, parce que bon, l'électricité varie de façon très très violente aux États-Unis, elle peut passer dans la même journée du simple au décuple. Et donc, l'idée, c'est qu'il pilotera les batteries des véhicules pour pouvoir effacer au moment opportun et faire en sorte que son offre de vente d'électricité globale pour l'ensemble de la maison et de la voiture soit compétitive par rapport aux concurrents. Donc quand vous dites il y réfléchit, tout ça, il doit aussi non, s'approcher il des acteurs. Il a demandé une licence. Ouais, d'accord. Et il va travailler aussi avec d'autres acteurs, parce qu'on parle beaucoup de synergie, justement, de coopération, de collaboration. Le monde va... Oui, mais aujourd'hui, il y a tellement de gens qui vendent de l'électricité que tout le monde se dit, je peux devenir vendeur d'électricité. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez, il y a aux États-Unis, c'est parti. C'est parti, et il y a une universitaire du nord de Lille, je crois l'université de Lille, qui a expliqué justement ce phénomène, et que pour la France, c'était en train d'arriver. Donc vous voyez qu'on sort d'un modèle quand même, qui est un modèle complètement compartimenté, où il y a le fournisseur d'électricité, le fournisseur de la voiture, etc. Et puis il y avait les difficultés qu'on peut avoir avec des services globaux, où finalement on vend de la mobilité, on vend aussi de l'électricité pour la maison, etc. Et tout ça, parce qu'en plus, la maison peut être elle-même productrice d'énergie, puisque vous savez que Tesla, par exemple, pour ce qui les concerne, vendent également des panneaux solaires. Oui. Donc, des panneaux solaires, des batteries, ils sont à fond, ils ont fait une usine. On voit véritablement se dessiner une autre approche. Et c'est ce que nous, on plaide. Enfin, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, avec le pôle Derby, etc. On a toujours plaidé pour le fait qu'il y ait cette convergence entre les différentes technos, et en particulier avec le digital, parce que tout cela ne peut pas se faire sans digital. Alors, digital, vous allez réexpliquer un petit peu, parce que vous avez commencé à en parler, puis je vous ai interrompu pour rebondir ce que vous proposez, là, notamment de pouvoir se recharger finalement avec ce qu'on a produit à Perpignan. Il y a juste une remarque en ligne de Tristan Patelou qui nous dit le véhicule tout gris est déjà une réalité dans le village alors je suis désolée si je prononce mal le nom, le Caillard dans le Gard. Oui, tout à voilà. fait. Comme quoi, c'est pour montrer qu'il y a une réalité aussi. Bien sûr. Oui, il y a beaucoup de programmes. Nous, avec le pôle de compétitivité, on a labellisé un projet qui est en cours de déploiement, qui a été monté par EDF et des partenaires sur des flottes de véhicules, qui s'appelle Flexitanie. En Occitanie. Vos valises, voilà, Occitanie et flexibilité. Donc ça, c'est en cours, mais ça ne concerne pas les énergies renouvelables pour l'instant. Et puis, il y a le projet donc, que nous portons avec Texol qui s'appelle Mobelsol, qui est un projet donc, qui associe Enedis,
le syndicat d'électrification, le syndicat d'énergie des Pyrénées-Orientales. Rapprochez votre micro pour qu'on puisse bien vous entendre aussi pour ceux qui suivent. Merci. Le syndicat, donc Enedis, le syndicat d'énergie des Pyrénées-Orientales, Texol, et puis le spin-off de Texol qui s'appelle Sunchain. Et donc le but du jeu, c'est de pouvoir faire en sorte, en fait, de pouvoir, par exemple, recharger. Il y a 4 ou 5 cas d'usage qui sont étudiés, mais l'un d'entre eux consiste, par exemple, à pouvoir recharger sa voiture sur n'importe quelle borne, à condition, évidemment, que l'on puisse injecter sa propre électricité sur le réseau. Voilà. Et donc ça, on sait le tracer avec une blockchain. C'est Sunchain qui a développé ça. On sait à tout instant, on connaît la quantité d'électricité qui est injectée sur le réseau par sa propre installation, et on connaît bien entendu à l'autre extrémité la consommation de la batterie, du véhicule qui est connecté sur le réseau. Et donc on matche les deux, et puis voilà, ça fonctionne très bien. Alors on le fait dans un périmètre qui est le département, qui pour l'instant va au-delà du fameux rayon d'1 kilomètre qui est autorisé. Mais que ce soit 1 kilomètre, 10 kilomètres, 200 kilomètres, le problème est le même. D'autant que, vous le savez, en France, le tarif de transport est le même partout. Donc, on pourrait très bien le faire sur de longues distances, tant qu'il n'y a pas de différenciation sur le tarif. Ouais. Donc voilà, c'est des sujets, on ne peut pas le faire administrativement, mais techniquement, on sait le faire. Et ça serait très pratique de pouvoir avoir sa propre installation et pouvoir garantir que quand on voyage sur des longues distances, on puisse charger son véhicule avec sa propre électricité. C'est une forme de circuit court, loin, en fait, en quelque sorte. Alors, je vois qu'il y a Richard Loyen qui est prêt à poser une question. Peut-être faire commenter Jean-Marc Duboulos d'abord à ce qui a été dit, et puis aussi, au-delà de ce que je montrais, votre aventure aussi, qui prouve qu'il y a aussi une place pour ce véhicule, en particulier en ville. Oui, en fait, moi je travaille sur un projet avec quelques associés sur un nouveau type de véhicule électrique que l'on va sortir en 2022, donc qui est sur un paradigme un peu différent de ce qu'on connaît jusqu'à présent, donc fort de mon expérience et puis de mes partenaires. Donc on est sur un vélo électrique 4 roues, donc on appelle quadricycle électrique et solaire, qui ira à 45 km/h et qui ne pèsera que 80 kilos. Donc c'est un peu vraiment la sobriété énergétique qui est au centre de notre projet, qui est donc pour des mobilités évidemment courtes dans les villes ou en périurbain, cherchez mes mots, pardon. Voilà. Donc effectivement, nous on est parti du constat qu'aujourd'hui les véhicules qui existent, alors électriques, sont plutôt encore justement dans le paradigme un peu du véhicule thermique, ou dans lequel évidemment les industriels en premier lieu ont enlevé les moteurs thermiques, ont mis des moteurs électriques. Et c'est vrai qu'on parlait du comportement du consommateur. Aujourd'hui, lui ce qu'il veut, c'est avoir le même usage en thermique, en électrique. Donc effectivement ça répond à ça. Mais on pense que pour les années à venir, d'autres types de mobilité vont se développer, qui seront peut-être plus respectueuses de l'environnement, puisque là, on est sur des consommations électriques de l'ordre de 20 Wh au kilomètre. Je rappelle qu'une Zoé, c'est environ, je crois, 150 Wh au kilomètre, donc on est sur 6-7 fois moins de consommation électrique. Notre vélo, qui aura quand même une autonomie de 100 km, aura une batterie qui fera 2 kWh. Donc 2 kWh comparé aux 26 kWh dont on parlait, on est vraiment sur une approche très, 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 très différente. Néanmoins, évidemment, on ne pense pas qu'on va révolutionner le marché comme ça demain, mais on pense qu'il y a une fenêtre pour exister sur ce type de mobilité de demain. Et en ville, je parlais du dernier kilomètre, des livraisons. Exactement. On voit le succès du vélo cargo, par exemple. Exactement. On aura un modèle. Voilà, on aura un modèle vélo cargo. Et pour faire le lien avec le PV, notre vélo sera équipé d'un panneau solaire, et on sait tous que, évidemment, la consommation électrique est fonction de la masse, de l'aérodynamisme et tout ça. Donc quand je parlais d'un vélo, d'un quadricycle qui fera moins de 100 kg, là ça a un sens de mettre un panneau solaire, puisque ça a une vraie incidence sur la recharge du vélo, et donc sur l'autonomie du vélo, puisqu'on pense qu'on pourra faire au moins 20 ou 30 km par jour rien que grâce au solaire. Voilà, donc c'est un peu sur ces projets-là. On n'est pas les seuls à travailler sur ce projet. Nous, on va sortir notre modèle en 2022. Il y a tout un tas de projets en
Europe qui sortent, et effectivement avec un pendant sur le modèle cargo et livraison du dernier kilomètre. Je crois. Richard, voilà, on va passer un micro à Richard Loyen, s'il y a aussi d'autres questions qui viennent, et puis les mains se lèvent, donc comme ça c'est un sujet qui intéresse. D'accord. Voilà. Ça va moins être une question pour ma part que rebondir. Merci à tous les intervenants et merci à ce que l'économie et la science sociale éclairent un peu nos travaux. C'est pas de la science-fiction, c'est de la science des possibles. Et c'est quand même extraordinaire. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a du soleil. On l'a vu à Marseille, on en est un peu café plus que les autres. Et des idées. Et l'étude macro, c'était pour permettre de voir l'intérêt économique, écologique du couplage. Je voudrais quand même revenir sur les chiffres qui sont extraordinaires. 56% du CO2 shifté en 2030 à Marseille. On aura fait un bon chemin vers la neutralité carbone, même s'il nous restera le plus dur, c'est l'autre moitié du chemin. Mais si on arrive aisément à faire ces 56%, moi, si je vois Benoît Payan après-demain en rentrant à Marseille, pour dire on top et on y va, et à l'échelle de la métropole. Les travaux, malheureusement, là c'était des premiers travaux préliminaires, ils ont été faits sur les ordinateurs normaux. Si on veut l'agrandir à l'échelle de la métropole, ce qui est éclairant, il va falloir qu'on fasse tourner des supercalculateurs. Mais maintenant qu'on a validé les hypothèses, Yannick m'a dit qu'on pourrait utiliser le supercalculateur. Et l'autre chose, c'est qu'on a pris en compte que les surfaces des toitures, pas celles des parkings. On a des dizaines de milliers de kilomètres carrés de parkings qu'on peut couvrir plus facilement encore que les toitures. Donc finalement, on a pris une hypothèse un peu difficile, même si moins exigeante que la japonaise, mais on peut aller plus facilement vers cet exercice. Alors, il reste un certain nombre de choses. Le V2G, aujourd'hui, c'est un standard qui est un peu précurseur. C'est pas un standard de toutes les voitures électriques. On va voir s'il y arrive. Combien coûte la borne de recharge V2G en plus ? Les comportements. Mais voilà, on a un possible où aujourd'hui, finalement, on peut avoir du pétrole vert et c'est de l'argent qui reste à la maison. Imaginez la facture, 50%, les gens ils vont avoir que de l'électricité verte qui vient du local, avant de l'envoyer en Arabie Saoudite, avec ce que ça finance. Aujourd'hui, pas de pollution, moins de pollution et de l'argent qui reste à la maison. Et ça, je pense que ça peut parler aux collectivités qui pourront faire des démarches expérimentales et accompagner pour la création de la loi pour avoir la bonne réglementation. Voilà, c'était mes commentaires. Et puis, je vous invite, avec votre vélo quadricycle solaire, à revenir l'année prochaine. On a déjà montré des véhicules électrosolaires devant cet espace Saint-Martin. Donc, si l'année prochaine, il est construit, on pourra faire des tours avec. Oui, on avait fait une démonstration. Et alors, il y a d'autres questions. Et d'ailleurs, c'est vrai que vous avez parlé de l'intérêt de l'électro et l'intérêt économique. Il y a aussi une étude qui a été menée il y a quelques mois par Wavestone sur demande d'Aver France et d'Enerplan qui montrait vraiment l'intérêt économique de l'électromobilité. Ça aussi, c'est un enjeu dont on aurait pu discuter et échanger aussi avec les intervenants, mais c'est très bien de prendre des questions de la salle. Alors, je crois qu'il y a une question par là-bas. Je vous en prie. Oui, bonjour. Christophe Brun de Réservoir Sun. J'ai une question pour Monsieur Dubouloz et Monsieur Pérez. C'est une même question. Il y a peut-être deux réponses possibles. Bon, le soleil produit 2 jours par la nuit, et puis il produit beaucoup plus à midi que tôt le matin ou tard le soir. Donc sur votre vélo, comment vous avez géré ça ? Est-ce que vous faisiez la pause de midi tranquille, déj au soleil, et le vélo surchargé à plein, ou alors est-ce que vous avez optimisé autrement ? Et pour Monsieur Pérez, c'est en fait du coup ce phénomène, comment vous l'avez géré dans vos simulations ? Est-ce que vous considérez que toutes les voitures sont garées à midi ou seulement un pourcentage ? Merci à vous. Je crois que vous avez quand même fait 350 km en moyenne, c'est ça ? Donc pas trop de grosses pauses, c'est ça ? Alors, on n'avait pas le temps de faire des pauses. Mais pour répondre à votre question, en fait, c'est une courbe de Gauss. Le matin, quand il fait beau, le soleil est très bas sur l'horizon, donc on pédale. Nous, on peut orienter nos panneaux, mais on peut... idéalement, c'est à l'arrêt, parce que rouler avec un panneau très orienté, c'est très dangereux. Donc, on roule à peu près horizontal, on met quelques degrés. Tout ça pour dire que pendant les premières heures de 6 heures, parce qu'on démarre à 6 heures jusqu'à 8-9 heures, nous, on a un ordinateur qui donne ce qu'on recharge en temps réel. Et effectivement, on ne charge pas grand-chose. Donc là, on tape dans la batterie. Donc, dans cette course, il y a aussi toute une gestion de la batterie, puisque au début de la matinée, on tape dans la batterie, on dépense. Puis à partir de 9 heures, quand il commence à être assez haut, on commence à rentrer. Et évidemment,
à midi, heure du soleil, là, c'est là où ça donne. Donc, on a une plage de charge optimale, je dirais entre 10h et 16h. Là, ça charge à fond. Et là, à la fois, on recharge sa batterie et à la fois, on peut mettre de l'énergie dans son moteur et aller très vite. Donc, aussi, sur la vitesse moyenne, elle évolue au cours de la journée. On commence assez lentement parce qu'on pédale beaucoup, parce qu'on ne veut pas beaucoup consommer, parce qu'on charge très peu. Et puis, après, à midi, on charge beaucoup, on charge sa batterie, on peut mettre de l'énergie. Et puis, en fin de journée, rebelote, là, ça diminue et on voit ça clairement, la charge qui diminue. Voilà. Donc, ça a été le quotidien de notre journée tous, à gérer notre batterie et notre capacité. Voilà. En même question, Yannick Pérez. Alors, de notre côté, c'était plus simple. On fait des simulations qui tournent heure par heure. Donc, on prend la production heure par heure et on pose des hypothèses sur quand est-ce que les gens connectent leur voiture. Et là, on est sur une stratégie de connexion systématique. C'est pour ça que le modèle est très sensible à si les gens se connectent une fois par semaine. Alors, je vois d'autres mains qui se lèvent. Merci pour vos réponses. Il y en a une ici, une dans le fond aussi. Allez-y. Oui, bonjour, Alexandre Bertrand de Novion, Léon Gross, Énergie Renouvelable. J'aurais une question. Je souhaitais rebondir sur une remarque qu'avait fait M. Hertmann à propos du non-verrou technologique aujourd'hui du véhicule to grid. En termes de commercialisation, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a pourtant des verrous, puisqu'il n'y a pas de véhicule to grid existant. Donc, il me semble qu'il y a des sujets à la fois sur la partie constructeur automobile, mais également sur les protocoles de liaison avec les bornes, et peut-être également aussi sur les logiciels de gestion des batteries et les logiciels plus globaux de gestion de l'énergie sur un ensemble un peu plus vaste. Du coup, j'ai été ravi d'apprendre que ce verrou technologique allait sauter, mais j'aurais aimé savoir un peu plus comment il allait sauter, quelle est votre vision sur ce sujet-là. Merci. Alors, je ne suis pas constructeur automobile ni mandaté de leur part pour dire quand est-ce qu'ils mettaient en place telle ou telle chose. Ce que je faisais allusion, c'est que technologiquement, ça existe déjà, qu'on l'a testé depuis très longtemps. Ensuite, il y a une deuxième remarque, c'est en effet, vous faites allusion à la propriété des données. Et là-dessus, sur la propriété des données, il y a aujourd'hui beaucoup de discussions, j'utilise les termes soft, entre les constructeurs automobiles, les gens du multimédia, les gens de l'énergie, les gens des bornes. Enfin, tout le monde de l'écosystème veut les données. Alors qu'il suffit de se connecter sur mon téléphone pour avoir toutes les données. Bon, mais c'est pas grave. Donc, pour répondre, c'est aujourd'hui, de toute manière, la prestation n'est pas utilisée. Donc pourquoi moi, constructeur automobile, je vais ouvrir cette prestation que personne ne m'achètera, elle ne vaudra rien au prix de vente. Or, quand je peux avoir une prestation qui en plus ne me coûte pas forcément cher à ajouter dans la voiture, le roi c'est quand même Tesla là-dessus, avec ses mises à jour à distance. Donc j'ai une prestation potentielle de demain que je pourrais valoriser. Donc pourquoi je la mettrais gratuite aujourd'hui sans que personne me dise merci ? Oui, Yannick Pérez, vous voulez ajouter quelque chose ? Juste en complément, ce qui marche aujourd'hui facilement en véhicule to grid, c'est Nissan et Chademo en termes de protocole, parce que c'est prévu pour. Maintenant, la norme 1518.2, si mes souvenirs sont bons, sur le point 2, prévoit que ça fonctionne aussi sur les autres types de bornes. Et sur les autres protocoles de communication, c'est en cours de déploiement et je crois que ABB est capable maintenant de faire des bornes qui fonctionnent avec Chademo et avec OCPP. Donc voilà. Après, sur la partie commercialisation, il y a une offre qui est faite par EDF et de sa succursale Drive sur des offres de véhicules to grid pour des offres commerciales, hein, c'est-à-dire où ils viennent, ils installent la borne à leurs frais, ils vous expliquent comment ça marche et ils vous garantissent X euros de retour sur investissement sur la connexion que vous faites si vous suivez leur protocole. Et donc, il y a déjà des équipements qui se déploient. Mais ça présuppose que les gens roulent avec des Nissan, soit les Nissan Leaf, soit etc., ou des Peugeot, puisque
enfin d'univers Stellantis, on va dire, puisque il y avait le partenariat avec Mitsubishi à l'époque qui leur a permis d'avoir accès à tout l'univers CHAdeMO. On pense que d'ici 1 an ou 2, tous les protocoles de communication de tous les standards seront interfaçables, moyennant un peu de convergence numérique. Mais bon, pour l'instant, effectivement, vous avez raison. Aujourd'hui, c'est Nissan. Demain, ça sera tous les autres. Mais aujourd'hui, ça se restreint à un déploiement CHAdeMO Nissan. Alors, on va prendre encore 2 questions. On a une ici, puis un monsieur dans le fond. Allez-y. Bonjour, Georges Audra, Axiom Energy. Donc, vous parliez du comportement des gens. Moi, je suis installateur. Mes clients, leur comportement, c'est pas tellement d'être branchés et de rendre service à Enedis, c'est plutôt leur univers, c'est-à-dire leur maison et leur voiture. Et ils aimeraient bien, au lieu d'acheter 10 kWh de batterie stationnaire, utiliser les 40 kWh qu'ils ont dans leur voiture ou qu'ils auront dans leur voiture. Mais aujourd'hui, est-ce que vous connaissez des chargeurs bidirectionnels petit calibre, on reste dans le 7 ou 10 kW, qui permettent de faire ça, quitte à l'acheter à l'étranger s'ils ne sont pas homologués en France parce qu'on ne peut pas les contrôler à distance et que c'est pas Enedis qui les gère, mais c'est individuel et ça ne plaît pas beaucoup. Merci à vous. Est-ce que l'un d'entre vous a une réponse ? Alors, moi, je n'en connais pas en véhicule to home, j'en connais en véhicule to load. Traduction. Je connais pas, je peux pas vous répondre sur la recharge bidirectionnelle intelligente décentralisée. Je sais qu'il existe des dispositifs que commercialisaient Mitsubishi et Nissan en cas de panne électrique pour que votre véhicule électrique soit votre batterie de secours. Mais qui est en mode absence, de réseau, quoi. Vous avez une panne électrique, évidemment, c'est toujours la logique japonaise. Il y a eu Fukushima, les gens étaient obligés d'avoir des heures et des heures d'électricité en moins, donc 30% des véhicules Nissan Leaf étaient vendus avec ce dispositif complémentaire pour être une garantie d'approvisionnement quand il y avait une coupure d'électricité. Mais ce n'est pas du véhicule to home avec un energy management system intelligent qui optimise votre facture d'électricité. C'est un système en cas de défaut de fourniture. Et ça existe, mais c'est dans le registre véhicule to load. En fait, il y a tout un ensemble de services potentiels qui vont de la panne électrique ou l'artisan qui a besoin d'avoir un complément électrique jusqu'à une connexion intelligente avec les réseaux de transport ou de distribution pour offrir des services différents qui nécessitent plus ou moins de numérisation, plus ou moins d'intelligence. Le marché du véhicule to home, à ma connaissance, aujourd'hui, n'est géré que par Tesla. Une question dans le fond, merci. Bonjour, Amaury Pachurka de Beoga, et on est les instigateurs du projet du Kellar, justement, dont on parlait tout à l'heure. Et donc, je peux répondre à quasiment toutes les questions, parce qu'aujourd'hui, on a un véhicule qui est connecté à la grid. Donc, on fait du véhicule to load, on fait du véhicule to home, on fait du véhicule to community, parce qu'en fait, on est au sein d'une communauté énergétique avec une mairie et 6 résidences. Donc, aujourd'hui, effectivement, c'est du Nissan, c'est du CHAdeMO. Demain, ce sera peut-être plus rien du tout, parce que Nissan a prévu, a priori, d'enlever les standards CHAdeMO. Et donc moi j'ai 2 questions, notamment sur le positionnement des constructeurs européens vis-à-vis du véhicule to grid. J'ai engagé des discussions avec Renault, avec Peugeot, rien au bout du tunnel. Et ma deuxième question, c'est plutôt sur l'aspect recherche. Donc on mène quelques recherches avec différents laboratoires. Et dans nos perspectives, on considère à un moment ou à un autre le véhicule électrique comme un asset électrique et non plus comme un asset de mobilité. C'est-à-dire qu'on donne la priorité à la gestion du réseau et on le laisse ensuite pour la mobilité. Est-ce qu'il y a déjà eu des simulations dans ce genre, en prenant en compte ce type de changement de paradigme, en fait ? Alors, vous tombez mal, entre guillemets, parce que moi, je suis responsable d'une chaire à Centrale Supélec qui s'appelle la chaire Armand Peugeot. Donc, il y a un biais de sélection à l'entrée de mes études qui est que le véhicule électrique ne sera pas et ne sera jamais un asset de réseau, puisque, a priori, c'est un véhicule acheté par Monsieur X ou Madame Y qui a envie de rouler avec. Et il s'avère qu'on lui met une batterie de plus en plus grosse qui dépasse complètement ses besoins journaliers, qui sont là pour couvrir ses besoins de pointe.
quand il descend dans le sud-ouest ou dans le sud-est 2 fois par an, mais 99% du temps, on va trimballer une batterie de 60 kWh pour en utiliser 10 par jour, grand maximum. Donc du coup, aider les réseaux, c'est un complément de l'activité principale qui est la mobilité, dans les études que nous on fait. Après, évidemment, si vous faites des études, j'imagine que Enedis fait des études dans lesquelles ils mettent un biais un peu plus dépendant, où effectivement le véhicule électrique est un ballon d'eau chaude. Et donc, il est asservi au réseau. Le problème de ces études, c'est qu'elles se heurtent sur un problème économique essentiel, qui est qu'au début, vous ne pouvez intégrer un asset que si vous en êtes le propriétaire. Donc si Enedis achète 100 000 véhicules électriques et les met à la disposition des gens en leur disant « vous pourrez l'utiliser que quand le réseau n'en aura pas besoin », pas de problème. Mais si c'est moi qui achète un véhicule électrique et qu'Enedis m'interdit de l'utiliser, Enedis ou RTE ou n'importe quel gestionnaire de n'importe quoi me dit « vous n'avez pas le droit de l'utiliser entre 18h et 20h parce que ça ne m'aide pas », ouais, enfin c'est moi qui l'ai acheté quand même. Donc, non, mais je me place en tiers opérateur, c'est-à-dire que le véhicule qu'on a aujourd'hui en véhicule to grid, il appartient à la communauté en fait. C'est un véhicule communautaire derrière, qui est rendu disponible ensuite pour la mobilité quand il est disponible pour la mobilité ou quand il est surchargé ou quand avec du surplus. Dans ce cas-là, c'est modélisable, effectivement, il n'y a pas de problème. Il suffit juste de dire que c'est un véhicule communautaire mais qui n'est pas disponible aux heures de pointe. Exactement. Enfin, aux heures où le réseau en a besoin. Pointe en général, mais ça peut être aussi souvent, où la communauté en a besoin. Souvent, après, il faut regarder comment les gens utilisent leur véhicule et quand est-ce qu'ils consomment le plus en électricité. Le problème, c'est qu'en été, ça va bien parce que les heures de pointe du réseau ne sont pas les heures de pointe de la consommation. Mais en hiver, les gens, ils n'ont pas... en gros, si vous regardez les heures de bouchon dans les grandes villes, vous verrez que, en tout cas sur Paris, il y a une forte synchronicité entre l'heure de consommation maximum électrique et l'heure de bouchon maximum sur les infrastructures. Rouler à Paris entre 18h et 20h cette vision, en hiver, en fait, elle est partie d'un aspect économique. Quand on voit une batterie stationnaire 10 kWh qui coûte entre 5 et 6 000 euros installée, un véhicule 42 kW qui en fait d'occasion maintenant 17 000, enfin, le paradigme est passé par là. C'est une histoire économique, on devient sur l'économie. Voilà. Et pour revenir sur le sujet des chargeurs bidirectionnels en résidentiel, donc on en a un, c'est un chargeur néerlandais qui fonctionne avec un système finlandais, et nous on le pilote avec notre propre système. Donc on a été chercher effectivement on a arrangé les bidons et on l'a fait certifier par Enedis. Voilà. Super. On pourra en discuter parce que ça m'intéresse d'avoir les spécifications de la chose. Merci beaucoup. Je crois qu'Antoine est vraiment dire quelque chose. On peut faire un dernier tour de table si vous avez encore ajouté quelque chose et puis on fera la pause déjeuner évidemment. Deux petits commentaires très rapides sur les deux dernières questions. Sans trahir de grands secrets, oui, tout le monde travaille toujours et on a beaucoup de groupes de réflexion sur le V2X. Mais encore une fois, attendons qu'il soit prêt pour le mettre en offre réelle. L'autre point qui a été mentionné dans la question d'avant, mais que vous mentionnez aussi, quand je parle de batterie stationnaire, je crois beaucoup à l'économie circulaire. Une batterie de véhicule électrique, ça s'use parce que vous accélérez à fond et vous utilisez 150 kW pendant quelques microsecondes pour doubler un camion dans une montée d'autoroute. En résidentiel, bon, même quand, je vais médire sur ma femme, même quand ma femme arrive, qu'elle branche sa voiture, ça fait 11 kW, et qu'elle branche ses deux machines à sécher et à machin, et que moi je rajoute quelque chose, parce qu'il n'y a pas de raison. Et vous branchez les machines à sécher de temps en temps aussi ? Oui. Ouais. Oui. Je me suis permise, excusez-moi. Voilà. Non, mais vous avez tout à fait raison. Bon, je vais pendant quelques... Alors, ce n'est pas des microsecondes, c'est quelques secondes. Je taquine les 20 kW. Et je pense que je suis à peu près une exception dans le citoyen moyen. Donc, dans une maison, vous aurez des pointes à 10 kW de temps en temps. D'ailleurs, le contrat moyen doit être à 9 kVA. Donc, mais le reste du temps, c'est quand même une vie tranquille. Donc j'insiste sur ce point-là parce que ça répond à la prestation. C'est quand même un peu ballot que de mettre à la poubelle quelque chose qui peut encore servir et comme on en a besoin, de rappeler ou de racheter des batteries qui elles-mêmes devront être recyclées plus tard. Donc la batterie, la seconde vie de la batterie, j'y crois assez.
Il y a un problème économique qui devra être regardé, enfin un sujet économique, pas un problème. Mais il faut savoir que de toute manière, aujourd'hui, dans le prix d'une voiture neuve, vous payez l'absence de seconde vie et donc le coût futur du recyclage de la voiture. Quand on cherche à faire baisser tous les coûts d'achat, ça serait peut-être bien, si on a une économie circulaire, de la lancer. Là aussi, c'est une piste, donc la partie stockage à partir des voitures, que ce soit avec leur batterie ancienne ou avec leur batterie actuelle, ça fait partie des sujets d'étude. André, vous voulez ajouter éventuellement quelque chose ? Oui, ben écoutez, moi je trouve que c'était très intéressant. Je voudrais pas non mettre un peu de hauteur pour vous dire que ce que nous sommes en train de vivre là, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Parce que le solaire, comme je vous l'ai dit, a beaucoup baissé depuis 10 ans, va continuer à baisser, deviendra de plus en plus compétitif. Le photovoltaïque, ça sera bientôt une commodité. Je ne comprenais pas ce que voulait dire Jérémy Rifkin quand il parlait du coût marginal zéro. Maintenant, je commence à l'entrevoir. Et donc, ce qui va se passer dans les années qui viennent, c'est très intéressant parce qu'on va voir... Il n'y a plus de sujet de produire de l'électricité avec du solaire. Ça, c'est banal, on sait le faire. Par contre, il y a toute l'utilisation, et on vient de le démontrer ce matin, il y a tout un champ d'expérimentation, de recherche, etc., autour du digital d'ailleurs, pour faire matcher tout ça. Et je pense que pour les plus jeunes d'entre vous, nous allons vivre une période je m'inclus dans les jeunes, nous allons vivre une période formidable. Je suis persuadé que les 30 glorieuses du solaire commencent maintenant. Ça serait un joli mot de conclusion. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette table ronde sur PV et électromobilité. Et donc, comme je le disais, on va marquer une pause ici dans la salle, évidemment, pour le déjeuner. Pour ceux qui nous suivent en ligne, on se retrouvera à 14h pour une nouvelle table ronde sur les circuits courts des électrons et l'évolution du marché. Quel retour d'expérience. Et puis, parler aussi un peu de l'avenir du plug and play. Donc, bon déjeuner, bon appétit et à 14h. Merci. Merci.